Bonjour et bienvenue. Bonjour. Alors aujourd'hui, on plonge dans un sujet, je trouve ça assez fascinant en fait. Ah oui, Comment est-ce qu'on peut évaluer quelque chose d'aussi large, on va dire, que s'engager dans un mode de vie actif et solidaire? vaste question en effet, c'est vrai que ça paraît subjectif. Exactement. Et l'idée, c'est un peu de se dire, ben, en regardant comment c'est fait, comment une grille d'évaluation, par exemple, essaye de le mesurer, Oui, on pourrait peut-être y trouver des clés pour nous tous, non? Même hors contexte scolaire, quoi. tout à fait. On a justement sous les yeux une grille, la C2.1, qui vient d'un cadre éducatif, et c'est intéressant de voir comment elle essaye de rendre ça concret, observable. Voilà, L'objectif, c'est pas de juger la grille elle-même, mais plutôt de comprendre la philosophie derrière. Qu'est-ce que ça veut dire concrètement être actif et solidaire selon cette approche? c'est ça. Explorer un peu la structure de cette compétence. Alors, allons-y, hein, on décortique un peu. Partons à l'exploration. Bon, cette grille, elle s'organise autour de 4 grands domaines, 4 axes. Le premier, c'est la connaissance de soi. Hmm, essentiel. On pourrait penser que c'est un peu évident, mais la façon dont c'est décliné est assez précise. Tout à fait. Ce premier axe, il met vraiment l'accent sur l'importance de se comprendre pour pouvoir agir. C'est pas juste faire du sport, c'est savoir comment on réagit, comment on fonctionne. D'accord. Et le premier point là-dedans, c'est l'identification et la gestion des sensations. Le cœur qui bat plus vite, la température, la fatigue musculaire, la soif. Classique, quoi. Oui, mais aussi les sensations psychologiques, le plaisir qu'on ressent, ou la difficulté, le bien-être général. Et le niveau le plus élevé, c'est pas juste de les lister, Non. c'est de les utiliser activement pour adapter son effort, tu vois. Savoir quand on peut pousser un peu ou au contraire quand il faut ralentir. C'est comme avoir un tableau de bord interne. Ah oui, je vois. Ça change la perspective. Le corps devient un outil de pilotage en quelque sorte. Exactement, c'est plus juste subir, c'est piloter. Et ça mène à un autre point dans cette connaissance de soi, Oui, l'évaluation de ses propres ressources, notamment via des tests physiques. les fameux tests IFO, VMA, souplesse. Voilà. Mais là encore, l'important, c'est pas tant le résultat brut du test, C'est quoi alors? c'est d'abord de le réaliser correctement et surtout de savoir quoi faire des résultats. Ah, d'accord. Donc faire le test, c'est une chose, mais l'utiliser, c'en est une autre. Précisément, la progression, ça va de on fait le test, plus ou moins bien, jusqu'à une utilisation vraiment réfléchie. On utilise les résultats pour se fixer des objectifs, suivre ses progrès. Et même plus, j'imagine. Oui, au plus haut niveau, la grille valorise la capacité à rechercher, à adapter des tests qui sont pertinents pour son projet personnel, peut-être même en utilisant les nouvelles technologies, les montres connectées, ce genre de choses. C'est intéressant ça. Ça montre que la connaissance de soi, c'est pas juste un truc introspectif, c'est actif. C'est ça. Et c'est vraiment vu comme la base, le socle indispensable pour un engagement qui va durer. Et il y a un dernier point dans cet axe. Oui, l'identification de ses préférences. Qu'est-ce qui nous plaît vraiment, en fait? Qu'est-ce qui nous motive? La performance, le bien-être, le côté social, le défi? Chacun sa motivation, quoi. Voilà. Et l'évaluation encourage à explorer activement. Au début, on subit peut-être un peu les activités qu'on nous propose. Oui, on fait ce qu'on nous dit, hein. Puis, on apprend à identifier ce qui nous parle le plus. Et le top niveau, c'est quand on explore avec curiosité, avec discernement, pour trouver les pratiques qui collent vraiment à nos besoins profonds, à nos objectifs. Donc ce premier axe, c'est vraiment construire sa carte d'identité de personne active. Très clair. C'est la fondation. Alors, une fois qu'on a cette fondation, comment on passe à l'action de manière intelligente? C'est là qu'intervient le deuxième axe. C'est ça? Le savoir s'entraîner et s'entretenir. Oui. Et là, ça devient très concret. On traduit la connaissance de soi en pratique. Premier point, les procédures d'échauffement et de récupération. Ah, le grand classique. Oui. Mais on essaie de sortir du schéma unique, genre le petit footing et les 3 étirements qu'on fait toujours pareil. Oui, le truc un peu basique qu'on voit partout. Voilà. La grille, elle valorise une progression. Ça part de l'absence de routine ou de routine très stéréotypée, pas forcément adaptée, vers un échauffement et une récupération qui sont vraiment pensés pour l'activité qu'on va faire et pour soi-même. Et au top, c'est plus juste un truc au début et à la fin. Ah bon? Ça peut être une gestion intégrée tout au long de la séance, une préparation et une récupération réfléchies, continues. C'est beaucoup plus fin qu'à m'approche. Presque scientifique en fait. Oui, un peu. Et ça se retrouve dans le critère suivant, la préparation physique, physiologique et même psychologique. Là, on va plus loin que juste l'échauffement. Carrément.
Il s'agit de maîtriser les techniques d'entraînement, bien sûr, mais aussi de comprendre pourquoi on les fait. Avoir quelques notions d'anatomie, de physio. Comprendre comment le corps fonctionne. Exactement. Et on regarde aussi si la façon de bouger, la motricité, est efficace, ou si, au contraire, elle pourrait être source de problèmes, de blessures. Et l'aspect psychologique, il intervient comment? Au niveau le plus élevé, la grille mentionne l'intégration d'éléments de préparation mentale, gestion du stress, concentration. Ah oui, d'accord. La préparation, c'est pas juste mécanique, c'est un tout, corps et esprit. Pour atteindre l'excellence ici, il faut les connaissances solides, ce qu'on apprend en cours, mais aussi ce qu'on va chercher soi-même, et savoir intégrer tout ça. C'est une vision très complète de ce que c'est que s'entraîner, pas juste faire des exercices bêtement. C'est ça. Et cet axe se termine avec un point sur les habitudes de santé. On élargit encore. Oui, on sort même de la séance de sport. On regarde si la personne adopte des habitudes pour son bien-être général et pour la prévention. Prévention de quoi, par exemple? TMS, les troubles musculo-squelettiques, prévention des addictions, l'équilibre alimentaire, le sommeil, tout ce qui contribue à un mode de vie sain, durable. Pas juste faire du sport, mais être en bonne santé. Exactement. Et la progression, elle va de on ignore un peu tout ça, ou on s'en fiche, à suivre les recommandations qu'on nous donne, un peu passivement, jusqu'à une vraie personnalisation. Le top, c'est quand on adapte ses habitudes à son propre profil, à ses activités, à son projet, en se basant sur ce qu'on a compris de soi et de la santé. On devient acteur de sa santé au quotidien. Impressionnant. Ce deuxième axe montre bien que savoir s'entraîner, c'est une démarche complète, réfléchie. Très intéressant. C'est ça. Bon, on a vu la connaissance de soi, le savoir s'entraîner. Qu'en est-il de l'aspect solidaire? C'est le troisième axe, c'est ça? Collaboration, coopération. Oui, l'autre mot-clé de la compétence. Ça rappelle que même quand on fait une activité seule, on est souvent dans un contexte social. Et le premier point ici, c'est les interactions de soutien, d'entraide. Aider les autres, en gros. Oui, mais pas seulement. C'est aider, conseiller, soutenir, et le tout dans un cadre bienveillant. Donc on n'est plus juste focalisé sur sa propre performance. Exactement. La progression, ça va de l'attitude où on est un peu dans sa bulle, on évite les interactions, Oui, le mode chacun pour soi. à aider un peu si on nous le demande, puis être attentif à son partenaire, dans un binôme par exemple, et le plus haut niveau, c'est quand on intervient spontanément et de façon pertinente pour aider les autres à progresser, même dans un groupe plus large. C'est une vraie compétence sociale en fait. Tout à fait, active. Et au-delà de l'aide directe, il y a aussi la qualité de l'attitude générale dans la collaboration. C'est-à-dire? L'engagement dans le travail collectif. Est-ce qu'on partage ses idées? Est-ce qu'on écoute celles des autres? Est-ce qu'on contribue? On part d'une posture très centrée sur soi, Oui. pour aller vers celle du bon coéquipier qui écoute et participe. Puis, on devient plus actif, on partage des observations, des solutions. Et le sommet, c'est quoi? Être le chef? Pas forcément le chef au sens hiérarchique. Plutôt être un moteur pour le groupe. Partager ses idées, oui, mais aussi aider à organiser le travail, à synthétiser, et même enrichir ce qui est proposé par l'enseignant pour que tout le monde apprenne mieux. Ah oui, c'est une forme de leadership, mais collaboratif. Ça demande pas mal de maturité, ça. Et de compétences en communication, oui. C'est plus que juste être sympa. Clairement. Et cette dimension solidaire, elle inclut autre chose. Oui, un point super important, la sécurité. La sienne et celle des autres. Ah, la sécurité. Comment on évalue ça? C'est pas juste suivre les règles. Au début, si. Le premier niveau, c'est « je ». On applique les consignes de sécurité qu'on nous donne. Point. D'accord. Ensuite, on devient vigilant pour soi-même. On fait attention à ce qu'on fait. L'étape d'après est clé. On commence à faire attention à la sécurité des autres. On regarde ce que font les voisins. Et on n'hésite pas à intervenir si on voit un risque. Donner un conseil, rappeler une règle. Même si ça ne nous concerne pas directement. C'est prendre soin du groupe en quelque sorte. Exactement. Et le niveau le plus élevé, c'est quand on a vraiment intégré ces principes de sécurité. On est capable de les appliquer, de les adapter dans plein de situations différentes, même en dehors du cours. C'est devenu une seconde nature. Une vraie culture de la sécurité partagée. Impressionnant. Cet axe collaboration donne vraiment du corps au mot solidaire. C'est pas juste un sentiment, ce sont des actes. Tout à fait. Donc, il nous reste le dernier grand pilier, Le quatrième. l'autonomie dans l'apprentissage. Crucial, celui-là, si on veut que l'engagement dure toute la vie. Logique. Ici, on évalue la capacité de la personne à prendre en main son propre développement. Le premier critère, c'est un peu un package. Choix, initiative, responsabilisation et démarche réflexive. Oula, ça fait beaucoup. En gros, c'est être capable d'apprendre par soi-même. C'est ça.
Passer d'une posture où on attend que tout vienne de l'extérieur Oui, on attend les instructions. à une posture où on devient pilote. La progression, ça va de la passivité, on subit, on exécute sans trop réfléchir, à une participation où on commence à proposer des choses, même si c'est un peu basique. On essaye, quoi. Puis on devient capable d'analyser un problème, une difficulté, et de chercher, de concevoir des solutions adaptées pertinentes. Et le top de l'autonomie, hein. C'est quand on devient un vrai moteur, pour soi, mais aussi pour les autres. On prend des initiatives pour résoudre ses propres problèmes, mais aussi pour améliorer le fonctionnement du groupe, l'entraide. On innove, on propose. Ça rejoint un peu les leaderships collaboratifs dont on parlait. L'autonomie n'empêche pas le collectif. Au contraire, elle peut le nourrir. Et un autre aspect de cette autonomie, c'est la gestion de son investissement. Ah, l'investissement personnel, c'est-à-dire? Pas juste être là, Non, c'est l'intensité, la régularité et la durabilité de l'engagement. Est-ce que c'est faible, juste de temps en temps, ou est-ce que ça devient constant, dynamique? pendant les cours, j'imagine. Pendant les cours, oui. Mais la grille regarde aussi explicitement ce qui se passe en dehors. Le plus haut niveau, c'est un investissement fort et régulier en cours et une pratique personnelle choisie, durable, en dehors. Et une pratique qui s'appuie sur ce qu'on a appris. C'est la preuve que ça a dépassé le cadre scolaire, que c'est devenu un vrai mode de vie. Exactement, le transfert est fait. Et le dernier outil pour évaluer cette autonomie, c'est le carnet de bord. Ah, le fameux carnet de bord, souvent vu comme une corvée. Oui, mais ici, l'évaluation met l'accent sur son utilisation réflexive. C'est pas juste remplir des cases pour faire plaisir. Qu'est-ce qu'on regarde alors? Est-ce qu'il est tenu régulièrement? Est-ce qu'il contient des infos précises sur les activités, y compris celles faites en dehors, sur les ressentis, les progrès et surtout, est-ce qu'il montre une réflexion? Est-ce qu'il témoigne de l'acquisition de connaissances sur soi, sur les activités? Donc un bon carnet, c'est un carnet qui prouve qu'on apprend et qu'on se comprend mieux grâce à ce qu'on y met. C'est exactement ça. La progression va du carnet fait à la va-vite, superficiel, à un carnet qui décrit bien, mais sans plus, puis un carnet qui fait vraiment le lien entre le projet, ce qu'on fait, ce qu'on ressent et ce qu'on apprend. Et le TAP, c'est quand il devient un vrai outil de pilotage pour soi-même. Un outil pour son autonomie, en fait. Voilà. Bon, on a fait le tour des 4 axes. C'est dense, hein? C'est très riche, oui. Il y avait aussi une petite note sur l'adaptation en cas de problème médical, c'est ça? Juste pour mentionner. Oui, c'est important. Ça montre une certaine flexibilité du système. Si quelqu'un a un certificat médical, l'évaluation peut être adaptée, certains critères peuvent être ajustés ou même enlevés. Et on peut proposer des activités différentes, plus douces, yoga, stretching, peut-être du badminton sur un petit terrain. L'idée, c'est d'évaluer quand même la compétence, mais en s'adaptant. C'est ça, dans la mesure du possible. Bien noté. Alors, si on essaie de prendre un peu de recul sur tout ça, s'engager dans un mode de vie actif et solidaire, vu à travers cette grille, c'est incroyablement complet. C'est clair. Ça repose vraiment sur ces 4 piliers qui s'entremêlent. Bien se connaître, savoir s'entraîner intelligemment, savoir collaborer, être solidaire activement, et puis être autonome dans sa pratique, dans son apprentissage. C'est une vision très holistique, comme on dit. Ça va bien au-delà de juste bouger son corps. Il y a du cognitif, du méthodologique, du social, du réflexif. C'est fascinant de voir comment on peut décomposer une compétence comme ça. Et la question qu'on peut se poser pour les personnes qui écoutent, qu'est-ce qu'on peut en retirer pour soi? Même si on n'est pas noté, hein, comment ça peut éclairer notre propre façon de vivre l'activité physique ou même d'autres choses? C'est là que ça devient universel, je pense. Ces 4 axes, on peut s'en servir comme d'une checklist personnelle, si on veut. Est-ce que je prends le temps de m'écouter, de comprendre comment je réagis, ce qui me motive vraiment? Ça, c'est la connaissance de soi. Mhm. Est-ce que ma façon de faire est pensée, adaptée à moi, respectueuse de ma santé globale? C'est le savoir s'entraîner. Oui, Est-ce que j'intègre une dimension de partage, d'entraide, de sécurité pour les autres dans ce que je fais? C'est la collaboration, la solidarité. d'accord. Et enfin, est-ce que je suis acteur de ma progression? Est-ce que je cherche à apprendre, à me fixer des buts, à suivre où j'en suis? Ça, c'est l'autonomie. Ça donne un cadre, en fait, pour peut-être enrichir sa propre pratique, la rendre plus consciente, plus durable. Tout à fait. Et ça ouvre sur une dernière petite réflexion peut-être un peu plus large. Oui, vas-y. Cette structure en 4 dimensions, se connaître, savoir agir ou s'entraîner, savoir interagir ou collaborer, et puis être autonome ou apprendre par soi-même. Est-ce que ce n'est pas, au fond, une sorte de métacompétence? Intéressant. Une approche qui pourrait s'appliquer à plein d'autres domaines. Apprendre un instrument, gérer un projet au travail, même nos relations.
Tu veux dire que trouver l'équilibre entre ces 4 pôles serait une clé pour s'engager plus profondément et avec plus de succès dans plein d'aspects de la vie. Voilà, c'est un peu ça l'idée. Est-ce que travailler consciemment sur ces 4 fronts, se connaître, agir, collaborer, être autonome, ne pourrait pas transformer notre façon de nous engager en général? C'est une excellente question pour terminer. Ça laisse matière à réflexion, bien au-delà du sport. Exactement, et c'est sur cette question qu'on va conclure notre exploration d'aujourd'hui. Merci beaucoup pour cet échange passionnant. Merci à toi, c'était très intéressant de décortiquer tout ça.